Bienvenue dans ce cycle de webinaire Fibois France, où nous nous interrogeons sur la place de nombreuses essences que l'on a appelées essences d'avenir. Pin d'Alep, chêne, peuplier, châtaignier par exemple. C'est un cycle de 4 webinaires. Il y en a 2 sur la construction. Un a déjà eu lieu, puis il y en a un le mois prochain. Je vous donnerai la date en fin de présentation. Un sur les aménagements intérieurs, et aujourd'hui on se focalise sur l'aménagement extérieur. Les utilisations en bardage, platelage, menuiserie extérieure, mobilier urbain. Je suis Johan Hast de Fibois Bourgogne-Franche-Comté, basé à Besançon, et je ferai l'animation de ce webinaire aujourd'hui. Et je suis épaulé à la fois par Chloé Moulin, Fibois France, et par Lucie Meunier, également Fibois France et Fibois de France, quant à elle. Nous faisons tous partie du réseau prescripteur bois, qui est une action nationale qui bénéficie au niveau national du soutien de de France Bois Forêt. Déjà sur les essences d'avenir, notre définition est que ce sont des essences que l'on n'a pas l'habitude de voir pour les utilisations qu'on vous propose. On peut les définir généralement pour les forestiers comme d'essences secondaires. C'est-à-dire qu'en fonction du point de vue où on se place, un forestier pensera plutôt à des essences d'accompagnement, alors qu'au niveau industrie, on pense plutôt à des essences qui ne sont pas beaucoup utilisées et qui peuvent avoir des parts de marché qui augmentent dans le paysage des essences de bois qui sont disponibles. Aujourd'hui, nous aurons 3 intervenants pour vous présenter des retours d'expérience dans différentes régions de France. Nous aurons d'abord une présentation de Jean-Denis Lanvin du FCBA, qui vous parlera de durabilité naturelle et conférée et des principales techniques de traitement du bois. Ensuite, nous aurons un retour d'expérience de Thomas Botti, responsable commercial du groupe du CERF, je crois qu'on dit le F, il faudra me corriger, et qui nous parlera du traitement à haute température du bois sur différentes essences. Nous avions une intervention prévue sur la fabrication de menuiserie extérieure, mais l'intervenant est aphone depuis hier soir, donc il ne pourra pas intervenir. Et enfin, nous aurons un retour d'expérience d'Alex Verhil pour la commune de Riom, qui nous parlera d'une démarche d'aménagement sur la commune. Pour toute demande de questions, je vous invite à utiliser l'onglet Conversation plutôt que questions-réponses. On vérifiera les deux, mais ce sera plus facile si tout est sur l'onglet Conversation. Donc, je vais maintenant donner la parole à Jean-Denis. Et puis, je vous souhaite un bon webinaire. Jean-Denis, ton micro est coupé pour l'instant. Ouais, ça va mieux. Pardon. Donc, bonjour à tous. Merci d'organiser ces webinaires pour mettre en évidence le bienfait du bois dans les différents partitions de la construction. Donc, aujourd'hui, on va donc regarder la notion de durabilité. Donc, diapo suivante. C'est difficile aujourd'hui de parler d'essences d'avenir puisqu'elles sont toutes d'avenir. Alors c'est vrai, Johan a précisé les essences dites secondaires. Donc brièvement, on a une forêt composée à peu près de, euh, de, d'essences feuillues et résineuses avec un volume national très important, mais la forêt est globalement partitionnée sur 10 essences principales. Sur les feuillus châtaigniers, ça représente 35% du volume, mais les essences secondaires, donc au niveau de l'hygiène, elles sont définies comme 18 en essences feuillues et 12 en essences résineuses, donc comme a dit Johan, le pin d'Alep, entre autres, et les peupliers, frênes, robiniers, etc. Au niveau du feuillu, on est à 20% aussi du volume du bois vivant. Donc, il y a des choses à faire. On est riche d'une diversité d'essences
et donc à nous de les utiliser ou de plus les utiliser. Donc, le bois, il a un gros problème, c'est sa durabilité. Donc, ce qu'on veut faire, c'est que les bâtiments ou les ouvrages puissent tenir le plus longtemps possible. Donc, on va regarder ensemble comment, au niveau normatif, on a un peu réglé la question. Et donc, mes collègues, plus tard, vous présenteront des cas d'école. Donc, diapo suivante. Donc, l'idéal, c'est de construire ou concevoir dans un premier temps et construire ensuite des ouvrages en bois pour avoir l'aptitude à être utilisable le plus longtemps possible. Donc, pour cela, on a des outils qui s'appellent les classes d'emploi et dans lesquelles viennent s'interférer la notion de durabilité naturelle des bois ou la durabilité conférée. En fin de présentation, on fera un peu le pendant entre DTU et le fascicule de documentation qui permet de lister comment on peut prendre la problématique de la durabilité dans les ouvrages en bois. Diapo suivante. Donc les classes d'emploi, donc on a souvent l'acception classe de risque, sont composées de classes 1, 2, 3, 4, 5. La 1, c'est plus pour les milieux intérieurs et la 5, c'est carrément l'utilisation du bois dans l'eau de mer. Souvent, on est dans les aménagements extérieurs dans la classe 3-2, voire 4. Donc, on reviendra plus longuement plus loin. Diapo suivante. Donc, aujourd'hui, vous le savez tous, quelle que soit l'essence, le bois est constitué de duramen et de l'aubier. L'aubier, il n'est jamais durable. Et le duramen, selon les bois. Diapo suivante. Donc, on a parlé de classes d'emploi de 1 à 5, mais il faut aussi savoir qu'il y a des classes de durabilité de 1 à 5. Donc, on a souvent tendance à confondre un peu les deux, sachant que les classes d'emploi sont incrémentales de la plus simple à la plus complexe de 1 à 5. Par contre, la classe de durabilité la plus intéressante, donc les bois 1 qui sont très durables, c'est la classe 1 et la classe 5 sont les bois qui sont non durables. Donc, on peut faire cette confusion. Diapo suivante. Alors, automatiquement, quand on veut faire un aménagement extérieur, ce qu'on veut, c'est que le matériau puisse résister le plus longtemps possible. Donc, les bois qui pourraient présenter des durabilités naturelles faibles, on va essayer de lui conférer une durabilité supérieure. Ça peut être fait par des techniques de préservation ou autres produits ou autres traitements, comme sera présenté un peu plus tard avec les bois traités haute température. Donc l'idée, c'est de pouvoir globalement imprégner le matériau bois à base d'un produit biocide. Diapo suivante. Et ça permet donc automatiquement, il faut regarder si les bois ont cette capacité d'être imprégnables ou pas. On a en tête que, par exemple, le sapin épicéa, il n'est pas imprégnable. On voit quand même qu'il y a une petite subtilité au niveau du sapin. Donc, je mets en avant le robinier puisque c'est une essence qu'on va voir plus loin dans le webinaire, qui présente de très bonnes caractéristiques intrinsèques et qui est notre seul bois local qui peut être utilisé en classe 4 sans aucun traitement de préservation ou de traitement haute température pour le rendre durable.
Donc, alors, je fais un petit clin d'œil puisqu'on travaille aussi avec les, les Fibois Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, donc par rapport au sapin, où on essaye de lui donner un petit coup de pouce pour pouvoir le rendre classe 4. Diapo suivante. Donc, en fonction, cette diapo, c'est que c'est plus pour rappeler que, en fonction de la classe d'emploi, bon, on peut malgré tout faire un traitement plus ou moins important en fonction de l'utilisation du bois in situ. Donc, la 3.2 qui commence un peu à nous intéresser. Donc, on va souvent utiliser des techniques autoclaves de façon à avoir 6 millimètres d'imprégnation du produit tout autour des traits d'usinage. Par contre, pour les bois imprégnables, il faut aller beaucoup plus loin à l'intérieur. Donc, la technique classique, donc autoclave, on va faire un cycle de vide-pression pour pouvoir injecter à l'intérieur du bois la matière active. Donc, c'est souvent une solution verte ou marron selon le, la qualité du biocide qui sera mis en œuvre dans le bois. À chaque fois, on essaye de mettre des sites internet qui vous permettront de continuer les discussions plus tard. Donc, Alors, excusez-moi, on a juste une petite question de la part de Maxime Bourrette qui nous demande si vous pouvez indiquer si la technique japonaise de bois brûlé est identique à une classe 4. non, parce que la technique du bois brûlé, c'est une face qui est, on va dire, durable, puisque le bois certaines molécules du bois vont être annihilées, mais comment s'appelle l'autre côté, parce qu'il y a 3 côtés du bois qui est brûlé souvent, mais il reste encore un côté qui n'est pas brûlé. Donc, on ne peut pas, dans ce sens-là, tout dire que le bois est classe 4. Par contre, le bois brûlé, souvent, on est obligé de mettre une finition par-dessus pour stabiliser la pyrolyse externe qui a été faite. Donc, il faut vérifier que la finition protège bien les particules du bois. Le diapo suivante. Donc, pour cela, comme je travaille au SCBA, je vous permets de faire un peu de pub pour dire que justement, cette technique de traitement des bois par traitement autoclave, donc nos collègues travaillent pour justement mettre au point des certifications à la fois sur le traitement et sur le produit de traitement. Vous avez à droite la couverture du livre que vous pouvez télécharger sans problème sur ces sites. Je ne vais pas trop rentrer sur le bois traité haute température, mais sachez que c'est des techniques qui existent depuis maintenant 20 ans avec des matériels qui sont opérationnels. L'idée, c'est de pouvoir, comme vous voyez sur la courbe de température, c'est d'atteindre une certaine température, soit pour les feuillus d'avenir ou certains résineux également, c'est d'atteindre une température aux environs de 200 degrés. Et donc, tout le procédé se fait par rapport à ce temps de température. C'est une technique qui permet d'avoir un changement de couleur dans la masse. Automatiquement, on gagne des classes de durabilité. Par contre, au détriment d'une performance mécanique qui diminue un tout petit peu.
Donc, vous avez aussi une plaquette éditée par la FNB qui vous présentera les différentes techniques et avantages du traitement. Alors, donc, revenons un peu sur la conception proprement dit des ouvrages qui peuvent être mis en œuvre en extérieur. Donc, nous avons à notre disposition ce fascicule de documentation, justement pour essayer de mieux comprendre les classes de risque et les classes de durabilité. Donc, diapo suivante. Donc, bon, c'est toujours, on pense toujours avoir fait la meilleure conception, donc peut-être se rappeler qu'il faut bien percevoir le bois dans l'ouvrage final de façon à affecter la classe d'emploi qui permettra, en fonction du choix de l'essence, de savoir si on va être sur une durabilité naturelle ou conférée, de façon à pouvoir assurer une longévité à l'ouvrage la plus grande possible. C'est le principe de ce fascicule de documentation. Diapo suivante. Bon, donc c'est diapo suivante, pardon. Donc c'est l'idée de ce fascicule. Donc c'est de minimiser la captation de l'eau par le bois. Donc, c'est de prendre en compte les conditions climatiques où est exposé l'ouvrage, de prendre en compte le vent qui, malgré tout, ou heureusement, permet d'avoir un séchage plus ou moins opérationnel au quotidien, et également de prendre en compte la massivité des ouvrages pour éviter que l'ouvrage se dégrade au fil du temps. Diapo suivante. C'est clair que bon, on a un peu forcé le trait là sur une conception d'une charpente traditionnelle où en fait on voit de suite qu'il y a des endroits où l'eau va être figée ou piégée dans la conception. Donc l'astuce des concepteurs, c'est justement de pouvoir faire évacuer le maximum d'eau pour que le bois puisse respirer. C'est facile à dire. Nos collègues qui vont faire les présentations suivantes, c'est une autre paire de manches. Diapo suivante. Donc, ce fascicule de documentation, donc, c'est de pouvoir un peu assurer une longévité de l'ouvrage. Donc, c'est ce qu'on appelle le L1, L2, L3. Donc, L3, donc, supérieur à 100 ans. Et de jouer sur les classes de durabilité fongique, classes d'emploi, en fonction des différentes essences. Est-ce que la durabilité naturelle des bois permet de jouer dans la cour des grands? Donc, on voit que par exemple, certains feuillus peuvent être donc en classe 4, en durabilité naturelle, au moins entre 10 et 50 ans si justement la conception est optimum. Donc, diapo suivante, on peut céder d'une durabilité conférée sur certains autres essences. J'ai pas mis le pain d'Alep, mais c'est le même système que les pins sylvestres, pins maritimes. Le diapo suivante. Donc, je vais vous donner un exemple. Je ne peux pas faire tout le parcours, mais l'idée, c'est de vous faire prendre conscience entre la conception courante, on va dire basique, et une conception élaborée, de voir comment on peut, dans des conditions humides, dans ce cas de figure, qui nécessiterait donc des bois dans une classe d'emploi 4,
selon une conception courante, mais qu'on peut simplifier en classe 3.2 si on prend soin de faire une conception un peu plus évoluée pour faciliter l'écoulement de l'eau. Donc, classiquement, quand on fait un patelage, bon, on pose des lambourdes sur un sol et on visse le platelage directement dessus. Donc, ça fait des pièges à eau, etc. Donc, diapo suivante. Peut-être, c'est de mettre un peu plus de lambourde de façon que le joint entre deux lames puisse tomber directement sur le sol. On peut protéger par un petit bandeau métallique ou pas la lambourde. On peut également décoller les lames de patelage par rapport à la lambourde pour ne pas avoir un contact franc-franc entre les deux et justement l'eau s'écoule. Diapo suivante. On peut jouer également sur la pente des lames pour que l'eau justement s'écoule sur les côtés et ne pas stagner, et également de ventiler le sol entre la position de la première lambourde. Peut-être pour vous, c'est des choses très basiques, mais quand on expertise des pathologies, souvent, ce n'est pas toujours pris en compte. Donc, pour cela, diapo suivante, on a, grâce aux moyens financiers du Codifab ou France Bois Forêt, on a pu établir des guides de conception, entre autres sur les menuiseries extérieures, pour éviter justement les pièges à eau. Diapo suivante. On a également conduit des études et des guides de préconisation sur les balcons, les structures en bois et les garde-corps qui peuvent avoir quelques soucis. Et dernièrement, on a pu faire un guide COBI qui permet d'illustrer un peu plus la meilleure conception possible des ouvrages bois directement exposés aux intempéries, puisque ça peut être un cas de figure dans lequel en fait le credo, c'est de drainer, ventiler pour qu'on ait des solutions de conception pérennes. Donc le guide détaille un peu toutes ces possibilités. C'est justement pour nous, ce qu'on veut, c'est augmenter la durée de vie du bois, puisque le bois est un stockage de carbone naturel in situ. Donc, il faut le concevoir et le mettre en place pour que ça puisse être pérenne dans le temps. Je vous remercie. Nous avons eu 4 questions aujourd'hui sur le chat. À savoir, première question sur le bois autoclave, est-il compatible avec les composteurs? Est-ce qu'on a une migration des éléments actifs de produits de traitement, entre autres le cuivre? Alors, donc le cuivre, ça chute de plus en plus, la concentration, et on a justement des études pour voir. On a mis des planches aux intempéries et on recueille entre autres l'eau de délavement pour voir justement si ça rentre dedans. Alors les questions de composteurs, est-ce que la personne pourrait plus préciser, c'est pour faire des composteurs ou c'est pour La demande, c'est si c'est compatible avec un composteur par rapport à la migration du cuivre, mais n'en sais pas plus. C'est pour faire des composteurs, je suppose, en bois. Hein. Oui, d'accord, ok. C'est ce qui répond. Ok. Normalement, on a certains éléments de réponse. Il faudra qu'il me contacte. Je le mettrai en relation avec les personnels de chez nous là, qui pourront lui répondre de suite. Mais normalement, on essaye justement de vérifier
la bonne concentration pour justement ne pas avoir ce problème-là. La deuxième question concerne un maître d'ouvrage qui a réalisé un bâtiment en néocolombage avec des poteaux béton habillés de contreplaqué. Ce contreplaqué a pourri au bout de 4 ans et la question se pose de quel matériau en remplacement on peut mettre. Là, je vais faire aussi appel à des amis, mais il faudrait regarder la conception dans son intégralité, parce que peut-être qu'il pourrait y avoir si c'est directement aux intempéries, je ne sais pas, là, je ne peux pas résoudre le cas de figure de suite. Également, il faudrait qu'on puisse regarder avec lui ce problème-là. Voilà. Une autre question, est-ce qu'il existe un guide de colombage? Non. Non, non, non. Ça manque, c'est vrai. Et sur la dernière question, mais qui est aussi une constatation, c'est que sur les grands bâtiments modernes que l'on voit fleurir un petit peu partout, qui sont en structure bois, et là on prend l'ONF de la maison, enfin de l'ONF, Maison Maison Alfort, Alfort. on remarque qu'il y a beaucoup de bois à l'intérieur, mais que sur tout ce qui est en contact avec l'extérieur, enfin bois en extérieur, il y a pas de bois et que finalement on habille tout de feuilles métalliques ou d'autres matériaux synthétiques. On pourrait protéger le bois avec justement les bois thermotraités qui pourraient faire la transition avec l'exposé suivant. Et après, je dirais que plus on a des cas d'école, c'est-à-dire que plus on arrive à expertiser ou faire le retour d'expérience de la mise en place de ces solutions un peu innovantes, plus on peut les préconiser derrière. Donc, je sais que c'est pas facile de faire accepter par rapport au bureau de contrôle que si on met ce parement supplémentaire en bois, ça suffira. Alors, ils veulent pas trop prendre de risques, donc ils reviennent vers des solutions un peu plus lourdes, avec justement des feuilles métalliques qui peuvent poser aussi d'autres problèmes. Mais En complément à ces questions, moi j'ajouterais que le FCBA a une expertise sur tout ce qui se passe au niveau national, mais il y a certaines régions où, par exemple, le colombage peut être utilisé de manière un peu récurrente parce que c'est une technique ancestrale. Et je vous invite à vous retourner vers vos FIBOIS régionaux, parce qu'il y a des fois des documents qui existent au niveau régional et qu'on ne trouve pas au niveau national, ou des retours d'expérience qui peuvent être intéressants. Donc n'hésitez pas à vous retourner vers vos FIBOIS régionaux pour avoir un peu plus d'informations également. Et dernière question qui vient d'arriver, un retour d'expérience sur les peintures minérales bois en extérieur. là également, la personne nous contacte et on a des informations par rapport à ça. Bon, en retour très rapide, et je me permets également d'intervenir. En fonction de si on est en plaine ou en montagne, déjà les bardages en bois, qu'ils soient traités ou non, ils vont réagir différemment à cause de l'humidité, ce qui est assez Logique. ce qui est logique, voilà. Mais il y a des retours d'expérience de bardage peint. Alors, je ne sais pas si c'est minéral ou pas, mais des maisons qui sont là depuis 15 ou 20 ans et où le bardage peint n'a pas bougé, quoi. Donc, il y a des choses qui fonctionnent bien. Mais ça dépend aussi du grammage de peinture qu'on met sur le bois. Donc, là, le FCBA, c'est vrai, sera plus à même de répondre à ces questions, je pense, en fonction du type de peinture, des quantités et des méthodes d'application. Là, il y a une question des FIBOIS Centre de Val-de-Loire. En effet, il y a beaucoup de professionnels, il y a au moins 2 professionnels en centre Val-de-Loire qui maîtrisent les bois brûlés, là. Voilà, je vous propose, après qu'on ait fait ce petit tour de questions, de laisser la parole à Thomas Botti du groupe du Cerf, qui nous parlera d'une unité de transformation qui s'appelle Bois Durable de Bourgogne et qui réalise des bois traités à haute température. Thomas, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Je
te remercie, Joanne. Donc, Thomas Petit du groupe du CERF. Donc, moi, je suis responsable commercial. Et donc, moi, je vais vous parler aujourd'hui du traitement par haute température que nous effectuons sur nos bois via une société dont le groupe du CERF est actionnaire, qui s'appelle Bois Durable de Bourgogne, qui est située pas loin de chez nous, à Charolles, donc en Saône-et-Loire. Donc, nous, aujourd'hui, le groupe du CERF, très rapidement, je vous laisse passer la diapo suivante. Rapidement, le groupe du CERF, donc nous, on a un groupe industriel situé en Bourgogne et on est spécialisé dans la transformation des bois feuillus. Donc, on a deux domaines d'activité. On a un premier domaine d'activité sur la première transformation et un deuxième domaine d'activité sur la deuxième transformation. Donc, quelques chiffres, un chiffre d'affaires de 41 millions d'euros, 160 personnes et on est sur 4 sites de production, 3 sites à côté de Charolles et un site à côté de Dijon. Donc, la première transformation chez nous, c'est le pôle bois brut. Donc, tout simplement, on a une scierie de bois feuillus. Bien qu'on soit une série de bois feuillus, on scie quand même à 90% du chêne et ensuite 10% d'autres essences feuillues. Donc voilà, donc c'est l'activité historique du groupe. Et ensuite, on a un pôle de seconde transformation où on va produire des produits semi-finis et finis. Donc semi-finis, j'entends par là des panneaux d'agencement d'intérieur, panneaux 3 plis, panneaux lamellés collés, panneaux lames filantes, mais également des carrelets lamellés collés pour la menuiserie bois ou bois mixte, bois alu, et ensuite des produits finis qui vont être du coup des bardages et des lames de terrasse en bois feuillu, mais essentiellement traités par haute température pour les essences qui ne sont pas durables à l'extérieur. Voilà. Aujourd'hui, pourquoi choisir le bois feuillu français? Donc aujourd'hui, c'est de mettre en valeur. Nous, aujourd'hui, on veut mettre en valeur les massifs forestiers régionaux, puisque 80% des approvisionnements du groupe proviennent de départements limitrophes. La Loire, la Saône-et-Loire, la Nièvre, l'Allier. Voilà, ça, c'est 80% de nos approvisionnements. Les 20% restants, c'est un petit peu plus loin, mais toujours à partir de bois français. Des essences de bois à propriétés techniques et esthétiques. Donc, voilà, on va traiter par haute température les essences qui ne sont pas durables naturellement à l'extérieur, mais nous transformons également du chêne et de l'acacia et du châtaignier qui le sont du coup naturellement durables. Des produits issus de forêts gérées durablement et transformés en France. Tous nos produits sont certifiés PEFC, création de valeur ajoutée sur le territoire. Toutes nos usines sont en Bourgogne pour répondre aux enjeux de la transition bas carbone et puis donc un matériau noble plébiscité par son aspect naturel. Donc, monsieur Laurent, on a discuté un petit peu tout à l'heure. Donc, le traitement par haute température, c'est quoi? Donc, aujourd'hui, c'est un traitement naturel qui permet à des essences de bois non durables à l'extérieur de le devenir. La principale caractéristique de ce traitement-là, c'est qu'il est 100% naturel. Nous n'injectons pas de produits dans le bois, comme pourrait l'être de l'autoclave. Donc, aujourd'hui, l'objectif est de rendre, comme je vous l'ai dit, durable à l'extérieur certaines essences, valoriser des essences locales, des essences françaises. C'est un produit, c'est un traitement naturel et ça apporte de la résistance et de la stabilité au produit. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de durabilité au niveau du produit, 10 ans, 50 ans, 100 ans, mais c'est vrai que voilà, la caractéristique de la stabilité du bois est très importante et on est aussi intéressé de savoir comment va se comporter le bois dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et aujourd'hui, c'est vraiment le principal avantage du bois thermochauffé, c'est d'apporter de la stabilité à ces bois. Donc, on rentre un petit peu plus en détail sur le fonctionnement du traitement par haute température ici. Donc, on a une montée en température, donc on va monter très rapidement à peu près 100 degrés avec de la vapeur d'eau, puis après, progressivement, on va monter jusqu'à 130 degrés. Voilà, donc ça, c'est une étape qu'on va adapter en fonction de l'humidité du bois qu'on va rentrer dans le four, et également des essences mises en œuvre. Ensuite, la température, à partir de 150 degrés, c'est là que les propriétés mécaniques du bois vont être affectées. Et donc ensuite, nous allons atteindre une température de chauffe qui va être entre 160 et 230 degrés. Et donc, en fonction des caractéristiques recherchées. Alors, quelles sont les caractéristiques recherchées? La première, c'est d'obtenir de la durabilité au niveau des essences de bois. Donc, on a fait des essais et on sait qu'aujourd'hui, pour un peuplier, pour obtenir un classement de durabilité, voilà, une telle classe de durabilité, il va falloir qu'on chauffe à 210 degrés. Si on veut une autre durabilité, il faudra chauffer à 220 degrés. Voilà. Donc, la température de chauffe va permettre d'apporter une durabilité à l'essence, mais également une teinte dans la masse, puisque aujourd'hui, Bois Durable de Bourgogne, on a d'autres acteurs
qui sont en Bourgogne et qui sont notamment dans le domaine du parquet et qui vont rechercher avec ce traitement par haute température une teinte, c'est-à-dire une couleur. Ils vont avoir un parquet chêne 170 degrés qui sera un petit peu plus clair qu'un parquet chêne qu'on aura chauffé à 200 degrés, par exemple. Voilà, caractéristique recherchée, c'est couleur, teinte dans la masse et durabilité. Et ensuite, une phase de refroidissement, une réhumidification du bois, où la température du four va baisser avec de la vapeur d'eau qu'on va pulvériser. Donc voilà. Très rapidement, vous avez certainement entendu parler de traitement rétifié. La différence entre le bois traité par haute température et la rétification, c'est que nous, les bois traités par haute température, c'est fait avec de la vapeur d'eau. Et donc, on garde encore une certaine densité de bois, entre 7 et 8% d'hygrométrie. À l'inverse, vous le rétifiez, le traitement se réalise à base d'azote, et donc le bois est totalement anhydre en sortie de traitement. Mais globalement, les caractéristiques, à la fin, sont les mêmes. La finalité est la même au niveau des deux traitements. Ensuite, je rappelle donc les bénéfices du traitement par haute température, c'est donc une meilleure résistance aux attaques fongiques et aux insectes xylophages, c'est-à-dire qu'on vient brûler tout le glucose, tous les produits intéressants aux insectes qui sont contenus dans le bois, et du coup on le rend inintéressant pour les insectes, une meilleure stabilité dimensionnelle, une durabilité accrue, une humidité d'équilibre réduite d'environ 50%, des nouvelles couleurs naturelles et homogènes rappelant les bois tropicaux, même si effectivement on obtient des bois d'une teinte chocolat, c'est des bois qui vont griser à l'extérieur. On nous pose quand même beaucoup la question, mais c'est vrai que n'importe quel bois grise à l'extérieur, et c'est également le cas des bois thermochauffés. Matériau 100% naturel et facilement recyclable. Diminution des extractibles, tanins et résines. J'insiste bien que c'est une diminution, et on n'élimine pas les extractibles, on n'élimine pas le tanin du chêne lorsqu'on le traite par haute température. Il est apte à être collé et recevoir des produits de finition. Conductivité thermique réduite de 10 à 30%, donc ça c'est une caractéristique assez intéressante sur une mise en œuvre en terrasse. Augmentation de la rigidité du bois, diminution de la contrainte de rupture, et puis une masse volumique réduite de 10% environ. Nos gammes de bardage et terrasse, donc nous on a une large gamme de profilés de bardage terrasse, mise en œuvre rapide et économique. Donc ça, c'est des produits, vu que nous nous fabriquons tous nos bardages et nos terrasses, du coup, nous avons un large choix de profils. Nous pouvons faire des profils sur mesure selon la demande. Voilà, très rapidement, on va pas reprendre toutes les caractéristiques techniques des différentes essences, mais voilà, on a la possibilité de fournir également toutes les fiches techniques des essences, qu'elles soient traitées par haute température ou non, avec les différentes informations techniques. Et puis, du coup, on a discuté tout à l'heure, effectivement, c'est les différents retours d'expérience qu'on a sur nos chantiers en bois thermochauffé. Donc voilà, là, très rapidement, donc là, c'est un chantier Cordemais, donc terre d'estuaire, où on a réalisé des panneaux en bois thermochauffé. Donc on a pu coller des bois et réaliser une façade en peuplier thermochauffé, mais également, on a recouvert les bâtiments de ce bois pour avoir un bâtiment qui se marie parfaitement avec son environnement naturel. On répond également donc, à tout type de chantier privé. Donc, vous voyez ici une cour intérieure avec des tasseaux en peuplier thermochauffé. On vient créer un claire-voie, mais également une maison d'architecte, on voit sur la droite, donc avec un bardage intérieur qui vient continuer vers l'extérieur avec une soupente où on a appliqué un saturateur incolore pour éviter effectivement que le produit extérieur ne grise. Donc là, ici, à gauche, on voit des lames en peuplier thermochauffé à bouteille qui ont grisé naturellement. Donc, on se rend compte un petit peu de la patine grise que le peuplier peut avoir lorsqu'il vieillit. Et donc, à droite, par contre, on a un peuplier thermochauffé où on est venu appliquer un saturateur déjà gris, où là, on apporte déjà un produit déjà grisé sur chantier. Utiliser le complexe sportif Le Gallo à Boulogne-Billancourt avec l'architecte Bruno Madère. Donc là, on a eu un gros chantier de complexe sportif avec des terrains de rugby et des terrains de tennis. Et donc là, on a réalisé et des épines en peuplier thermochauffé, mais également différents tasseaux de claireaux.
Et puis ensuite, un gros chantier de terrasse bois que nous avons réalisé récemment au Mans pour la terrasse des Quinconces. Donc là, on a des lames en frêne thermochauffées, profilées selon un profil bien spécifique fourni par le client. Donc voilà, avec une pose bien définie, voilà, on arrive à répondre à des projets publics, vraiment à des chantiers avec des exigences de volume de passage, comme pourrait y avoir ici, puisqu'à droite, il y aura une terrasse de restaurant. Donc voilà, aujourd'hui, avec nos essences, on peut répondre à ce type de projet. Et puis terrasse ICAD, une autre terrasse aussi en bas à droite. Donc voilà, c'est un petit peu près tout ce que je peux vous dire sur les bois thermochauffés. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, à nous suivre sur les Oui, réseaux, à me contacter. Voilà. il y a déjà plusieurs questions, à savoir comment gérez-vous la préservation des propriétés mécaniques pour les produits Lambourg des lames de platelage? Quelles données disponibles pour le dimensionnement? Et avec une question, savoir si c'est couvert par le DTU. Alors aujourd'hui, sur les produits de finition, je ne sais pas réellement lesquels qui seraient euh, adéquates. Nous, aujourd'hui, sur les bois thermochauffés, alors nous, sur tout ce qui est lambourde, on ne préconise pas des bois thermochauffés en lambourde. Il faut rester sur des bois de structure naturelle, donc que pourrait être un chêne naturel ou que pourrait être un exotique. Voilà, c'est surtout ces deux essences-là naturelles qui pourraient être mises en œuvre pour de la lambourde. Après, aujourd'hui, le bois thermochauffé ne fait pas partie du DTU, mais aujourd'hui, nous, le principe même de fournir des bois thermochauffés, aujourd'hui, c'est de fournir un produit qui n'a pas besoin de traitement. Voilà. Au niveau de la durabilité, il n'y a pas besoin de traitement. De mémoire, vous avez des avis techniques On a des avis techniques internes, oui. Oui. On a des avis techniques internes, tout à fait. Ensuite, une question sur le changement de couleur. Et du coup, s'il y a un changement de couleur avec la chaleur, la question c'est que du coup, il y a un impact sur la résistance aux UV. Alors, je ne comprends pas trop le terme color shift diminué, ou au contraire, identique entre un bois traité et un bois non traité. Il est identique. C'est peut-être la vitesse de grisaillement. C'est Color ça. shift, De toute façon, j'imagine. la vitesse de grisaillement, ça va surtout dépendre de l'exposition, de la région dans laquelle ce bois va être posé. Non, le grisonnement sera le même entre un produit thermochauffé et un produit non thermochauffé. Existe-t-il des échantillons pour se faire un nuancier? Des possibilités de couleurs selon la température et les essences? Oui, ça existe. N'hésitez pas à me contacter. On peut vous fournir cela. Question suivante, y a-t-il une norme spécifique à suivre sur la stabilité du bois en extérieur, comme le bardage, notamment UV concernant le changement de couleur? Et un peu sur les questions précédentes, j'ai l'impression. S'il existe une norme, je ne sais pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Je ne saurais pas à quoi répondre. Alors, sur la stabilité visuelle, oui, le bois va griser. La seule manière de l'empêcher de griser va être d'appliquer un saturateur, soit un saturateur incolore, soit un saturateur pigmenté de différentes marques, du Rubio, du Sikkens, du Osmo, peu importe. Et puis après, sur la stabilité dimensionnelle, nous, on peut fournir des documents pour parler de cette stabilité dimensionnelle. On a des bois très, très stables. Ensuite, est-ce qu'il y a un impact positif du traitement en bois à haute température vis-à-vis de la réglementation incendie? Dans ce sens, est-ce que cela améliore sa résistance et sa tenue au feu? Non. La Il est réponse est non. plutôt... Il faudra appliquer un traitement de préservation pour obtenir un classement feu amélioré. On est plutôt à l'inverse du bois sans traitement, c'est que on est sur l'instade entre le bois naturel et un charbon. Donc forcément, Un petit peu. on dégrade un petit peu ces effectivement. aspects-là. Est-ce que vous avez des FDES disponibles? Alors, est-ce que c'est au niveau enfin, si oui, est-ce que c'est au niveau de l'entreprise du CERF ou est-ce que ce sont des FDES nationales? Je ne sais pas si C'est la des FDES fédération. collectives. On a des FDES collectives, tout à fait, qui sont disponibles sur notre site internet. Après, si vraiment vous avez un chantier bien spécifique, on peut travailler sur une FDES individuelle, enfin une FDES en référence à votre chantier. Mais aujourd'hui, on les a collectives, elles sont disponibles sur notre site internet, tout à fait.
Et il y a une précision, alors je ne parlais pas de traitement, durabilité, mais de résistance mécanique, altérée par la chaleur. Comment dimensionner les lames de platelage THT du point de vue de la résistance mécanique? Entre parenthèses, non couvert par les normes actuelles de dimensionnement. Nous, aujourd'hui, on a, comme disait Johan, on a des avis techniques internes qui nous permettent de dire que, par exemple, je prends l'exemple d'un frein thermochauffé, on est sur un classement mécanique D24. Et à partir de ce classement mécanique-là, on a effectivement un dimensionnement de nos lames qui nous permettent de répondre à différents chantiers selon les exigences, donc en termes de dimension, d'épaisseur, de largeur. Effectivement, sur des bois thermochauffés, notamment sur une mise en œuvre en terrasse, on ne va pas être sur des lames qui vont faire 20 par 160 de large, bien évidemment. On va être sur des dimensionnements un peu plus restreints qui nous permettent de garder l'exigence du classement mécanique. Je vais compléter la question, à savoir, est-ce que les règles d'espacement, de tout ce qui est l'embourdage, vous êtes parti sur ce qui se fait habituellement et vous adaptez les essences et les plattelages en fonction de ça? Non, aujourd'hui, nous, on a des conseils de pose au niveau de nos produits. Aujourd'hui, peu importe l'essence, que ce soit de l'acacia, du chêne ou du frein thermochauffé, on est sur un embordage de 400 maximum, grand maximum. Mais après, effectivement, on préconise même un petit peu moins de 400 parce qu'on est quand même sur effectivement des essences de bois qui, mécaniquement, en frein thermochauffé, sont un petit peu plus altérées. Voilà, je crois qu'on arrive au bout des questions. Merci pour cet échange. Ah, une dernière question qui arrive. Quelle qualité de bois d'œuvre de chêne réussissez-vous à valoriser? C, D. Je peux répondre à cette question si vous voulez. C'est comme pour le lamellé-collé. Si on part d'un bois de faible qualité au départ, on a des bois de faible qualité à la fin. Donc sur le bois traité à haute température, c'est la même chose. On a plutôt tendance à valoriser des bois qui sont qualitatifs au départ. Eh ben, je vais passer la parole à Alex. Je vais te laisser te présenter, mais je tiens à préciser qu'Alex parle à la fois en tant que maître d'ouvrage de la ville de Riom, mais également de formation architecte paysagiste, donc ce qui expliquera sans doute un certain nombre de choses dans sa présentation. Alex, c'est à toi. Bonjour tout le monde, Alex Véril. Je suis chargé des aménagements paysagers de la ville de Riom. Sur la diapo suivante, on voit, c'est moi qui peux les changer. Ah ouais. On est mis en exergue l'entrée sud de la ville qui amène à Clermont-Ferrand, où de 2 fois 2 voies, diapo suivante s'il vous plaît. Où historiquement, il y a une 2 fois 2 voies qui traversaient la ville. Les élus, en 2018, ont décidé de conserver qu'un double sens de circulation. Et le département a rétrocédé l'entièreté du site pour construire une promenade sur 1,5 km. On a rendu la partie carrossable plus amène pour recevoir de la végétation. On a planté 327 arbres, mis en place des bancs et des assises et autres commodités. Et le tout pour un budget de 2,8 millions d'euros TTC avec 60% de subvention. Là-dedans, il y a eu plusieurs petites ambiances développées où on a essayé d'utiliser l'essence de bois la plus adaptée. Sur la diapo suivante, s'il vous plaît. Petit focus sur la conception pour dire que c'était important de valoriser des matériaux biosourcés, autant des murs en pierre sèche que du bois, ou de réutiliser les gravats issus du décapage de la route. Il y avait parfois 1 mètre de bitume et de béton sous les pieds. Alors avant de planter des arbres, on a déplacé quelques mètres cubes qui ont été réutilisés pour les sous-couches ou pour faire des mouvements de terrain. Entre ce qui avait été prescrit dans les CCTP et compagnie, et puis la réalité du chantier, il y a eu la montée des prix en 2021 où on s'est retrouvé
face à du bois qui coûtait plus cher que le béton presque. Et on est parti pour beaucoup de choses en pin, parce que ça a été l'essence finalement la moins onéreuse, mais bon, c'est pas forcément une essence qu'il faut prescrire. Pour le cas du platelage et des decks garde-corps et tout ce qui environne les renaturations du ruisseau, le Mirabel, qui ont été faites, à la base, l'idée c'était de construire sur des pieux en acacia en robinier pour immerger dans l'humidité des berges, et de par-dessus construire une charpente et des platelages que moi j'aurais bien voulu faire en Douglas ou en Mélèze, mais ça après je laissais le libre choix aux entreprises entre différentes essences, classe 3.2 ou classe 4. Et finalement, oui, seules les parties immergées sont restées en robinier. Diapo suivante, s'il vous plaît. Là, on a le panel un peu des bois utilisés. Sur la première photo à gauche, on a pas mal de mobilier du fabricant Cinegraphe, mais aussi un platelage, un deck au bord de l'eau en pin, et on voit quelques marches qui sont en traverse de chêne, donc qui sont directement en contact avec le sol. Sur les photos du milieu, c'est du châtaignier, ou des golettes de châtaignier qui ont été coupées sur des CP, en Ardèche, et certaines ont été utilisées telles quelles, des golettes de 4 cm de diamètre, et tressées en plessis pour retenir les berges qui avaient été restructurées. Et puis d'autres, elles ont été coupées dans la longueur pour faire des éclisses. Et puis c'est le système de clôture en ganivelle qui a été utilisé pour protéger un peu les plantations les 3, 4, 5 premières années, le temps que ça prenne forme. Dans la photo en bas à gauche, on voit de part et d'autre, au centre des murets du théâtre en pierre sèche, qui a été réalisé, les traverses de chemin de fer, les traverses de chêne. Et puis sur la droite, une première folie où en fait l'idée ça a été de réutiliser les robiniers issus d'un défrichage. Et on verra d'autres exemples aussi sur la diapo suivante. On peut passer la diapo. Où, pour ponctuer en fait tout l'aménagement, et faute d'un budget assez conséquent pour pouvoir construire des jeux pour les enfants, et même d'ailleurs finalement, et moi je cours pas après les jeux en plastique et les aires de jeu trop dessinées, et l'idée c'était d'éveiller un peu l'imagination avec des blocs et des troncs bruts. Et on a pu ainsi réaliser des passe-pieds pour traverser la rivière, des fonds de Seine, des cabanes et autres petites folies, comme on a appelé ça. Sur la diapo suivante, c'est un petit focus sur le mobilier urbain, où le fabricant Cinegraphe, lui, produit son bois, produit des meubles soit en frêne, soit en mobilier en bois exotique. Et il préconise encore d'utiliser le bois exotique. Mais il était hors de question pour nous de favoriser les déforestations qui peuvent avoir lieu en forêt tropicale. Et donc, on est bien parti sur du frêne. Et sur la diapo suivante, quand dans la gamme de mobilier qu'on voulait utiliser, c'était possible, du frêne brut, j'ai oublié ce que c'est que le petit traitement qu'il reçoit, mais voilà, du frêne qui va grisailler avec le temps, mais ça reste très joli quand même. Et puis pour finir sur la dernière diapo, je voulais insister sur le fait que c'est que pour moi, en tant que paysagiste, j'essaye d'utiliser le maximum de bois différents. Il n'y a pas de mauvaise essence, il y en a juste qui ne sont pas adaptés au contexte ou qui viennent de trop loin. Et
et que même les Douglas, le pin, c'est des arbres qui peuvent être très intéressants. C'est juste que j'ai l'impression qu'on en utilise et qu'on en plante beaucoup trop. Et moi, j'adore marcher dans les belles forêts qu'on peut trouver en France, et je souhaite, en utilisant toute la palette d'essences qui est à notre disposition, inciter les forestiers à planter la plus large gamme d'arbres feuillus et un peu de conifères possible, pour ainsi amplifier nos chances année après année, d'avoir des boisements de plus en plus biodiversifiés. Et puis, je sais bien que les travaux forestiers sont très ingrats et durs, mais c'est vrai je trouve qu'il n'y a pas assez en France de forêts jardinées où les forestiers essayent de prélever progressivement avec des débardages plutôt plus doux, pour essayer d'avoir des forêts le plus proche possible de l'état naturel. Merci de votre attention, et puis je suis à votre disposition si vous avez des questions. Alors, pour l'instant, pas de questions. Je vais commencer par une première question. Alex, depuis ce chantier-là, vous avez eu d'autres exemples? Je sais pas, enfin, tu m'avais dit que quand vous coupez des arbres dans le cadre d'aménagement de la ville, vous aimez bien réutiliser ces arbres-là pour des aménagements, ou peut-être même enfin, pas forcément à l'extérieur, peut-être à l'intérieur. Vous avez un service qui est assez impliqué dans la valorisation des bois. Le regard des élus et des citoyens, j'espère, change dans le bon sens. Et c'est vrai que par rapport au parc historique où on ne pouvait pas marcher dans la pelouse, maintenant on peut laisser des souches, laisser des fûts pour les insectes, et puis les laisser les retravailler un peu pour en faire des bancs un peu bucoliques. Et on a aussi dernièrement, sur la construction d'un parking, on a dû abattre 16 cyprès de l'Arizona, et une essence qu'on trouve très peu ici en planche, mais en recherchant un peu dans les bases de données américaines, j'ai vu que c'était un bois classe 4 et très très de bonne qualité. Du coup, j'ai demandé ça soit entièrement réutilisé pour créer tout ce qui est cale-roue, rondins, et guider finalement l'aménagement et les massifs et les places de parking en réutilisant ce bois. Donc le valoriser sur place. Et c'est vrai que ça, c'est le top. Je trouve ça parle. Et ça parle de la démarche paysagère dans son ensemble, où on essaye de faire avec ce qu'on a sur place. Ouais. Il y a une question, mais je pense que... Alors, combien de temps avant d'utiliser le hêtre fraîchement coupé? Je pense qu'Alex, vous n'avez pas utilisé le hêtre en extérieur parce qu'on n'est pas sur un bois naturellement durable. Donc, je pense que c'est pas une question qui Oui, le va bien pour ça. robinier. Ouais, c'est vrai. Et le robinier qui a été coupé, ouais, bah, c'est vrai. C'est presque, il faut le laisser 6 mois, 1 an que ça sèche pour pas que ça reparte. Mais Donc, bon, il y a plein de gens qui te disent bravo pour cette réalisation. Ça, c'est déjà bien. ah oui, j'ai été vu. Euh, Après, il y a une question sur la rediffusion. Là, le webinaire est enregistré, donc il sera, je préciserai après, mais il sera disponible par la suite sur notre chaîne YouTube. Quelqu'un dit que pour les bûcheroux, il y a une entreprise qui réutilise les traverses SNCF. Ce qu'il faut mieux pas faire, parce qu'elles sont blindées de... C'est un De mot bizarre. créosote. Et puis, une dernière remarque, belle idée de réutiliser, mais très difficile de trouver des scieries qui acceptent de sortir des grandes espèces et produits standards. J'imagine que de votre côté, vous avez peut-être pu transformer un certain nombre de produits directement à la tronçonneuse. Et Ouais, du coup, ils ça font vous aussi, évite. ils font aussi des espèces de guides, un peu comme des échelles là, pour faire des planches à la tronçonneuse et compagnie. Et puis on a de la chance encore en Auvergne d'avoir quelques vieilles scieries et de vieilles familles qui font un peu qui bricolent encore avec leur scierie, et on a une facilité à avoir du bois, de parler directement avec les scieries pour avoir un peu ce qu'on veut. Mais c'est peut-être que c'est vrai que dans les milieux très urbains, je suppose à Paris, ça doit être plus difficile d'aller voir directement la scierie, quoi.
Puis ça dépend des tailles de scierie. Il y en a qui sont adaptés pour faire des commandes sur mesure, puis d'autres où il y a besoin d'un peu plus de rendement. Donc voilà. Alors, la suite de la remarque sur les bois SNCF, elles sont décréosotées avant. Soit. Bravo pour le lien à l'amont dans la conception du projet et la valorisation des bois français. Bon, voilà, encore un bravo. Je ne sais pas s'il y a d'autres Merci. remarques ou d'autres questions. Donc, on parlait de l'enregistrement. Le replay sera disponible dès le 8 février sur la chaîne YouTube Fibois France. La prochaine date, mardi 12 mars, sur le deuxième webinaire sur la construction avec Essence d'Avenir. Et puis, je vous diffuse la carte des prescripteurs en région. Donc, pour rappel, vous avez un ou deux prescripteurs, enfin plusieurs prescripteurs en général dans les régions. C'est un réseau national qui bénéficie du soutien de France Bois Forêt. Donc, en cas de question, n'hésitez pas à vous retourner vers vos fibois régionaux. On est là pour ça. Et voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres rapides questions, mais je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. Et merci aux intervenants. Je pense qu'on a eu une bonne diversité d'usage du bois et d'essence qu'on ne voit pas habituellement dans les constructions, enfin dans les aménagements. Utilisation, comme je disais, en platelage, en bardage, en ménagement extérieur. Et voilà, la personne qui n'a pas pu intervenir fabrique des menuiseries extérieures en châtaignier. Donc, c'était aussi un exemple intéressant, mais malheureusement, elle n'a pas pu être parmi nous. Donc, si vous voulez les coordonnées de cet intervenant qui n'a pas pu intervenir, vous pouvez vous retourner vers nous ou reprendre le diaporama. C'est le nom de ce contact qui était indiqué. Merci encore à tout le monde et puis je vous dis au prochain webinaire.